bienvenue à votre émission Temps fort sur la télévision CBS. Ce soir, nous parlons de la gestion républicaine. À cet effet, nous avons invité le professeur Willy Michiki Bouhini, qui se trouve être aussi le président d'un grand parti politique, à savoir l'Union nationale des nationalistes et allié à AFDCA. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à CBS, cette chaîne de télévision que vous avez reçue il y a très longtemps, donc il y a plusieurs années, à l'époque de Patrick Mouyaya, ma connaissance. Oui, tout à fait. Je suis content vraiment de retrouver ce plateau de CBS après presque plus d'une décennie. Et lorsque le Patrick Mouyaya était ici, les Roli et consorts, on s'amusait bien ici avec des émissions, parfois avec des étudiants. Donc je vous félicite puisque je vois il y a vraiment une très nette amélioration. Et à l'époque même, c'était une école secondaire qui est devenue maintenant Université Kim. Donc félicitations pour ce progrès que je viens de constater aujourd'hui. Voilà, nous parlons de la gestion républicaine. D'emblée, d'entrée de jeu, pourquoi il y a opacité dans la gestion de l'administration publique en République démocratique du Congo? Bon, d'abord, il faut dire que le problème de gestion est un problème très complexe et qui a plusieurs dimensions. Je crois que si on doit parler de ça, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais je voudrais vous faire l'économie Allez-y. de ma pensée et expliciter à ceux-là qui nous suivent qu'ils puissent comprendre pourquoi ici ça ne va pas. La source, c'est d'abord de l'opacité de la gestion, c'est d'abord la question des mentalités. Nous pouvons amener n'importe quel programme ici, en RDC, lorsque la Congolaise, les Congolais, n'aura pas changé de mentalité, il y aura toujours un problème. Deuxième chose, c'est question d'avoir un visionnaire à la tête du pays. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas une vision. C'est cette vision-là qui conduit le pays. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays avec une vision. La vision qu'il a présentée à la date du 6 décembre de l'année passée, qui a constitué même les fondements de l'union sacrée. C'est cette vision-là qui conduit le pays. C'est cette vision-là que ce gouvernement de Warriors est en train d'appliquer. Deuxième chose, à part la vision, c'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance a comme principe d'abord le respect des lois. On ne peut pas prétendre pratiquer la bonne gouvernance lorsqu'on ne respecte pas les lois de la République. Et ici, quand je dis les lois de la République, même le chef de l'État, qui est le premier citoyen, il ne peut pas être au-dessus de la loi. Malheureusement, c'est ce que nous constatons ici. Dans ce pays, évidemment, maintenant, avec l'Union sacrée, les choses sont en train de changer. Vous avez vu, c'est la première fois qu'un directeur du chef de l'État soit mis aux arrêts, même s'il a obtenu une liberté. Oui, on va arriver là. C'est la première fois que je vois des ministres en prison. Donc, on sent que les gens sont en train de craindre la chose de l'État. Puisqu'à un moment donné, les biens publics étaient devenus dans ce pays comme des biens sans maître. Et c'est comme ça qu'on parle de l'opacité. Puisque quelqu'un, vous savez, aujourd'hui, on parle de l'IGF. Mais l'IGF existait là depuis longtemps. Tous ces moussitos que vous connaissez, c'était des IGF, si vous ne le connaissez pas. Mais pourquoi l'IGF ne faisait pas son travail? Alinguette ne fait rien de spécial qu'appliquer ce que le texte de la loi lui reconnaît. C'est comme ça que le législateur a voulu placer l'inspection générale des finances à la présidence de la République pour ne pas subir de pression ou d'influence extérieure. Mais malgré qu'on le faisait, les gens qui étaient là à l'époque n'arrivaient pas à jouer. Pourquoi? Effectivement, puisqu'il y avait cette opacité-là, puisqu'il y avait la complicité, il y avait des magouilles, et lorsqu'il tombe sur un cas de mégestion, tous en profitaient. Et c'est ça que j'ai dit que le problème de gestion, il faut d'abord un visionnaire. Lorsqu'il n'y a pas un visionnaire qui
qui prend un petit bâton, qui tape sur la tête de ces gens-là, de ces mauvais gestionnaires, il n'y aura rien. Tout de même, Joseph Kabila n'est plus aux affaires. L'Union nationale, l'Union pour la nation a remplacé naturellement les FCC Cash, oui, a remplacé naturellement les FCC Cash. Et aujourd'hui, fini l'époque où on taxait les kabylistes de tous les maux du pays. Vous, de l'Union sacrée pour la nation, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire décoller les pays? Parce que Kabila vous a laissé travailler librement avec ses acolytes, si vous les appelez comme ça, ou ses fidèles. Bon, il faut d'abord comprendre que le FCC a géré ce pays pendant 20 ans. Donc Kabila, pendant 20 ans. Donc 18 ans seul et 2 ans de bonus avec le président Tshisekedi. 10 ans de bonus, les moyens forts. Des bonus, c'était la coalition FCC Cash. Donc les responsabilités sont partagées entre les Cash et les FCC. Il faut les reconnaître. Lorsque nous voulons parler aujourd'hui de la vision Fachi, il faut compter à partir de la fin du mois d'avril 2020, lorsque le gouvernement de Warrior a été investi. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire un programme. Et les Congolais doivent comprendre qu'on ne fait pas un programme en un clin d'œil comme ça. Nous venons des négatifs. C'est à peine qu'on commence à voir un peu de lumière. Donc nous sommes maintenant à zéro, niveau zéro. Un programme économique, un programme de développement, se conçoit en termes de durée. Ce n'est pas une baguette magique comme ça. En termes de durée, même les gens aujourd'hui me disent, ah non, moi je dis, pourquoi les autres pays produisent du poisson, il nous faut des bateaux de pêche. Je dis oui, mais pour avoir un bateau de pêche, vous n'allez pas dire, donnez-moi ce bateau de pêche au marché, on l'achète. Non, on les commande. Lorsque vous regardez aujourd'hui, d'abord allons du côté financier. C'est la première fois dans ce pays, depuis l'indépendance, qu'on puisse avoir atteint les chiffres de réserve, donc la réserve d'échange, 3,7 milliards. C'était 3,3, aujourd'hui c'est 3,7 milliards. Et puisque les gens parfois, c'est un langage un peu peut-être trop technique, la réserve d'échange signifie quoi? Lorsque un investisseur vient avec ses capitaux au pays, il amène 1 milliard, 2 milliards. Il dit, si les choses ne marchent pas bien, quelle est la garantie que vous avez ici que je puisse accéder à des devises? Il va à la Banque centrale, le FMI, qui est une institution internationale, la Banque mondiale, lui certifie, lui garantit que la RDC peut absorber vos investissements. Il donne l'argent. Mais vous n'avez même pas. Kabila a laissé ce pays avec 900 millions de dollars. Donc, il y a d'autres qui parlent de 1 milliard 600 millions. C'était 900 millions certifiés. Oui. 900 millions 120 000 dollars exactement à la Banque centrale comme réserve d'échange. C'est pourquoi vous voyez que même pour commander les produits, on ne faisait que 3 mois seulement. Et c'était fini. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, puisque nous sommes, le monde est devenu comme un village. Planétaire et nous sommes interdépendants. Lorsque nous commandons aujourd'hui, vous avez vu, on vient de commander 30 millions de produits surgelés en Namibie. Mais malheureusement, on attend toujours. Hein? Non, tout n'est pas encore arrivé. Au moment où nous tenons cette émission, je vous informe, l'excellence Jean-Marie Kalumba, puisqu'il est de mon regroupement politique, il a pris un jet spécial pour aller là-bas, attendre que la dernière cargaison puisse quitter la Namibie, Windhoek, embarquer dans les bateaux pour venir ici. Mais déjà, à Matadi, nous avons déjà plus de 1400, sur les 2700 tonnes. Donc, la ville de Kinshasa, toutes les grandes villes de la République seront inondées en produits surgelés, notamment, particulièrement, vers l'ouest du pays. Y a-t-il pas moyen simplement de vous construire à partir, par exemple, des chanimétales, des bateaux de pêche pour installer ça à Mwanda, à la rivière Roux qui est vers le fleuve là-bas en Bandaka et ailleurs, au lieu d'espérer plus donc, dans cette relation économique avec la Namibie qui peut traîner les présidents Fachi
qui a une grande vision, comme vous avez expliqué là, Oui. aurait-il du mal à faire décoller ces pays dans les sociales, dans l'économie, dans la politique, dans la sécurité, dans l'unité? Effectivement, c'est ce que je vous disais que les pays se développent par des programmes. Et les programmes, il faut y introduire une dimension importante qui est le temps. Au moment où nous parlons, le gouvernement est en discussion déjà avancée avec certaines entreprises spécialisées dans la pêche et certains fabricants de bateaux. Il n'y a pas, même la semaine passée, le ministre de pêche, que je salue en passant, Excellence Adrien Bokele, il vient de signer un protocole d'accord avec la première firme d'exploitation des poissons, donc dans la pêche, Océana. C'est la première firme en Afrique ici, qui vont venir ici. Mais entre-temps, il y avait déjà, puisque quand on fait la pêche ici, il faut une pêche multidimensionnelle. Il y aura une pêche qui sera faite au niveau, sur le littoral de l'océan Atlantique, même jusqu'au niveau des zones maritimes internationales, parce que nous, on n'a pas une longue côte, malheureusement. Dieu ne nous a pas bénis comme les voisins, mais il y aura aussi d'autres pêches, des bateaux de pêche qui vont être largués sur deux rivières et lacs de la République, notamment le lac Tanganyika, qui est d'ailleurs le lac le plus poissonné. Il y a le lac Kivu, il y a le fleuve Congo, qui a de bons poissons. Donc c'est un programme à long terme, puisque comme je vous dis, pour qu'on puisse avoir des bateaux, on les fabrique pour nous. Au moment où nous parlons, on est dans tel genre de les faire, il faut les patenter. C'est pourquoi nous avons dit, signons d'abord un contrat avec les gouvernements et les entreprises de pêche qui sont basées en Namibie, pour d'abord pallier aux urgences. Mais lorsque nous aurons nous-mêmes nos bateaux, nous n'en allons plus besoin, puisque pourquoi ces bateaux-là pêchent sur les mêmes océans? Nous aussi, nous pouvons y aller et faire la même chose. Même produire ici. Pourquoi aujourd'hui, les gens comme Matata sont poursuivis? Puisque c'est pour nous, ces pays ne devraient plus aujourd'hui importer la farine de maïs, ils ne devraient plus importer du poulet, puisque tout était prévu d'être produit à Bokangalozo. Matata est poursuivi parce que vous avez évoqué les dossiers Matata, mais il n'y a pas de preuves selon Matata Pogno. Oui, mais les dossiers aérianisation, M. Matata, le dossier a été classé sans suite. Malheureusement, le procureur général n'a pas encore signifié le Sénat, le bureau conformément à la procédure, puisque le procureur Et vous avez suivi le spectacle entre le président du Sénat, Bahati, qui est votre allié, Bahati Modeste, oui, et l'ancien Premier ministre, Matata. Non, Matata. Une chambre de sages qui se transforme comme ça. Vous savez, ces agitations de Matata l'ont diminué davantage. Vous savez, Matata est mal conseillé, est mal entouré. Ses avocats conseillent ne lui facilitent pas la tâche. C'est lui qui a demandé la levée des immunités de Matata. Ce n'est pas M. Bahati, encore moins le bureau du Sénat. C'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Lorsque les immunités sont levées, cela ne signifie pas que le sénateur ou la personne qui a perdu ses immunités est coupable d'office. Le procureur général a instruit le premier dossier relatif à la aérianisation, au détournement de paiement sur les biens et les bénéficiaires de biens aérianisés. Le dossier était clair, il était classé sans suite. Le deuxième dossier de Bokangalazo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, je le disais depuis longtemps que non. M. Matata, son juge naturel, c'était la Cour de cassation. D'autant plus qu'il n'est plus en fonction. C'est comme moi, je ne suis plus ministre aujourd'hui. Vous n'allez pas me traduire, même pour des actes de gestion que j'avais posés à l'époque à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, qui était à l'époque mon juge naturel. Je suis justiciable aujourd'hui devant les cours et tribunaux ordinaires, même les tribunaux. Sans vous couper, sans vous interrompre. Pour terminer, pour Matata, comme la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, les avocats de Matata devraient aller au greffe de la Cour pour prendre la minute de l'arrêt, les certifier
devant les greffiers de la Cour, les remettre au procureur général qui devrait signifier le Sénat de cette décision-là. C'est ça qui les verrait et qui permettrait à M. Matata de recouvrir ses immunités. Depuis quelque temps, nous avons perdu ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Les institutions de la République étaient devenues faibles et leurs animateurs. Mais depuis quelque temps, nous avons maintenant à la tête de ce pays des hommes forts qui ont mis en place maintenant des institutions fortes. Et les pays voisins maintenant, au lieu d'entrer comme ils venaient en problème de santé, s'ils veulent entrer, ils viennent, ils négocient, ils signent un accord. Tel que vous l'avez vu avec UPDF et FRDC, à Bounia, avant-hier, ils ont signé un accord pour qu'ils entrent. Avec autorisation. Et sous commandement congolais. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Mais dans le Rwanda, les Nations Unies seraient contre cette attente les Nations Unies, congolaise. Oui, mais les Rwandais aussi. Mais les Nations Unies sont là. Les Rwandais aussi en quelque sorte. Mais oui, mais les Rwandais mettent en garde cette alliance-là au cas où ça s'approche des frontières communes avec la RDC. Non, il faut les Rwandais RDC. Non, il faut dire une chose, hein, que aujourd'hui, dans cette partie-là de la République, notamment dans le Grand Nord, vous êtes mieux placé, hein, parce que je suis notable de là. Vous avez vécu là, vous vivez encore là, bien que dans Kinshasa. de là, notable de là. Donc, le Grand Nord aujourd'hui, et l'Ituri intéresse particulièrement le Rwanda. Pourquoi? Et l'Ouganda. Puisque si EDF arrivait à bien s'organiser au Rwanda, avec les moyens financiers qu'ils ont aujourd'hui, ils finiront demain par retourner en Ouganda et faire tomber le régime en place. Vous voyez arriver bien à s'organiser au Congo ou bien au Congo, puisqu'ici, ils sont libres. Alors les Ougandais disent que non, nous avons intérêt à les anéantir là-bas. Donc nous aussi, ils nous dérangent. Ils tuent les nôtres alors que nous n'avons pas de point. Donc lorsque nous avons un même intérêt... Donc pour Willy Michiki, cette association des énergies entre la RDC et l'Ouganda, c'est positif. Plus que positif. D'ailleurs, moi j'ai réclamé ça depuis longtemps, d'autant plus que c'est ça. Puisque l'UPDF, l'armée ougandaise, connaissent mieux les méthodes terroristes appliquées par EDF depuis 4 décennies, ils les connaissent mieux, ils ont aussi des renseignements plus précis que nous, on en détient. Puisqu'il faudrait comprendre une chose, que les EDF aujourd'hui ne sont pas seulement des Ougandais, il y a beaucoup de Congolais qui sont dedans, il y a aussi des politiques congolais qui s'en servent comme moyen pour avoir de l'argent. Parce que le kidnapping qu'on fait là, les ventes de munitions et des armes, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a beaucoup de collègues, même députés et sénateurs, qui sont agités, qui veulent bloquer la prorogation de l'état de siège pour qu'ils puissent reprendre leurs activités là-bas. Des salles de zone. Ils sont gênés. Absolument. Comment appréciez-vous ou comment appréhendez-vous les dossiers hold-up? Bon, les dossiers hold-up, pour moi, d'abord, je dois vous dire sincèrement, en tant que nationaliste, ça me fait mal que chaque fois, s'il faut dénoncer, c'est l'extérieur qui dénonce pour nous. C'est nous qui sommes volés. C'est nous, Congolais, qui sommes perdants. Mais nous-mêmes, vous êtes journaliste. Qu'est-ce que vous avez été dans les mêmes universités? En quoi vos confrères là ont de plus spécial que vous? Et ils ont fait ces enquêtes-là ici au pays. Vous auriez dû aussi les faire vous-même. C'est ça, c'est pas visé Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC. C'est ce que moi j'ai dit. Ça peut être, je ne pense pas d'abord que Kabila serait visé, parce que Kabila est un de rares chefs d'État, après avoir servi son pays, plus de 18 ans pratiquement, il sort sans aucun mandat d'arrêt international, aucun compte bloqué, et chaque mois il touche des émoluments de près de 700 000 $. C'est rare, il est presque unique en Afrique. Donc, dire qu'on chercherait Kabila, moi j'ai dit non. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est ce que je crois plus plausible, c'est qu'il y a dans l'entourage de Kabila, certains de ses collaborateurs qui ont fait des histoires de gestion, tout ça, au nom de Kabila. Mais comme Kabila ne parle pas, ça pose un problème. C'est pourquoi moi je demande à Kabila, au président sortant, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour avoir été évidemment son ministre,
je lui demande lui-même de demander, de solliciter au Parlement, puisque la loi qui régit les statuts des anciens chefs d'État dit qu'on ne peut pas juger ou entendre un ancien chef d'État sans pour autant passer par la convocation d'un congrès qui le verrait ses immunités. Et si Kabila veut vraiment son honneur, parce que vous savez, moi j'ai un défaut, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais ma dignité n'a pas de prix. Et je crois que Joseph Kabila a une famille, il a des enfants, et lorsqu'on appelle votre papa, qui ne regarde pas lui maintenant, un jour nous passerons, mais ses enfants disent, votre papa était voleur, votre papa était assassin, c'est lui qui a tué Tchebeya. Vous vous rendez compte l'image qu'il va laisser dans ce pays. On a eu un chef d'État voleur, assassin. Moi, je crois que Kabila, je crois, moi, à l'innocence de Kabila. Je suis convaincu que dans la plupart des choses qui étaient commises, Kabila était innocent. Les gens, comme lui n'intervenait pas, il était hors de la gestion du pays, les gens posaient des actes à son nom. Alors, il a tout intérêt, lui, aujourd'hui, lui-même, à solliciter pour que ça ne soit pas comme un règlement de compte, la levée de ses immunités. Un, pour lui permettre d'abord de dire réellement ce qui s'est passé pour Congo Hold-up. Je suis sûr que Kabila n'était pas impliqué directement. Il n'y a pas de preuves. De deux, si la mort de Tchebeya, l'assassinat de Tchebeya, Kabila doit dire quelque chose, puisqu'il était convenu que toutes les parties, toutes les personnes qui auront été citées doivent comparaître d'après la commission d'enquête. Kabila a été cité et les propos de Milambwe, moi, je connais Milambwe, je connais les méthodes de travail de Kabila, je vous dis, je doute fort que Kabila s'adresserait à Milambwe. Il s'adresserait au minimum à John Numbi. Moi, j'ai été son ministre, même pour parler avec nous, les ministres. Le premier ministre de l'époque, que ce soit Sami Badibanga, Chibala Isola, Kabila, il s'enferme. Ce sont les petits Némi, les autres là, les ministres étaient convoyés. S'il vous plaît. Non. Moi, j'ai dit, il est professeur comme vous. Hein? Il n'est pas petit comme moi, par rapport à l'âge, il est mon jeune. Les jeunes gens. Donc, ce sont ces gens-là qui nous distrayaient. Donc, ce sont ces gens-là qui pillaient ces pays, qui faisaient les hold-up au nom de Kabila. Donc, Kabila a intérêt, aujourd'hui, de parler. Et pour parler pour lui, conformément à la Constitution, malheureusement, il doit accepter qu'on lève ses immunités comme sénateur à vie. Voilà, le message est passé. Donc, avant la dernière question, en un mot, si c'est possible, Moïse Katumbi s'éloigne à petit feu de l'Union sacrée pour la nation. Jean-Pierre Bemba s'y accroche. Joseph Kabila demeure silencieux. Il est distant de ça. Yoweri Museveni et Paul Kagame courtisent et Fachi. Et dans l'entretemps, les puissances occidentales veulent à tout prix piller d'une manière ou d'une autre nos richesses du sol et du sous-sol. Moi, je vais savoir une chose, en quelques petits mots pour qu'on parle aussi de votre parti. Qui dirige ces pays? Willy Michiki. Je peux vous dire vraiment avec la main sur le cœur que ce pays est sous contrôle de Tshisekedi Chilombo, Antoine Félix. Il a la main de tout. La preuve, il vient même d'accéder à notre demande de pouvoir remanier les services de renseignement pour les adapter à la vision Fachi, à la vision de l'Union sacrée, à la vision des Congo de demain. Et ce n'est pas facile. Après, nous lui demandons maintenant de procéder aussi au réaménagement de l'équipe des FRDC et de la police. Puisque à l'armée aussi, il nous faut une armée qui partage la vision du Congo de demain, la vision Fachi. Mais je voudrais dire une chose. Vous avez cité entre autres Moïse. Nous sommes dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, il n'y a qu'une seule vision. C'est la vision de Fachi que nous partageons tous. Lorsque quelqu'un qui est dans l'Union sacrée ne partage plus cette union-là, cette vision-là, moi je l'encourage de partir. Moïse, il avait dit qu'il venait consulter les membres de l'Ensemble pour la République. Bon, je ne sais pas
Ça continue, il est parti même en Europe, il est revenu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je conseille à Moïse que si vraiment Moïse a des ambitions en 2023, moi, comme son frère, j'aime bien Moïse, c'est un garçon très généreux, il a des ambitions. Je lui conseille de quitter l'union sacrée maintenant, de faire sa vision à lui. S'il veut réussir, mais s'il veut rester dans l'union sacrée, avec une autre vision que celle de Fachi, il perd son temps inutilement. Voilà. Puisqu'on ne peut pas avoir deux visions. Vous avez vu Sanga, il a quitté celle. Bon, Mike Moukebaï, je ne compte pas, c'est un mini-fretin, il ne représente rien. Mais je vous dis que l'union sacrée aujourd'hui est ancrée dans la majorité. Et s'il faut quitter l'union sacrée, il faut aller faire avec Kabila, avec Fayulu. Je ne vois pas Kabila, Fayulu recevoir mon frère Moïse Katumbi. Voilà, et je ne vois pas surtout ces ministres les suivre. Donc ils risquent d'être réduits politiquement et même disparaître. Vous savez, en politique, il faut être très prudent. L'union fait la force. Ce n'est pas que lorsque nous sommes tous à l'union sacrée, donc nous sommes faibles, non. Ou c'est puisqu'on aime les beaux yeux de Félix, non. Nous sommes là pour l'intérêt d'abord du pays. Puisque nous croyons à certaines valeurs et nous disons que ce sont ces valeurs-là qui nous unissent. Voilà, pour conclure, parlons aussi de votre parti. Dans une autre émission, on aura le temps d'approfondir votre vision du parti. L'Union nationale des démocrates, dont vous êtes le président national, vous êtes aussi membre de la conférence des présidents de l'AFDC allié, Willy Michiki. Alors, vous êtes plus ces jours-ci dans des contre-manifestations, on peut dire contre les FCC ou contre les CID. Et dans l'entretemps, je vais savoir, est-ce que vos suggestions ou remarques sont prises en charge par l'Union sacrée pour la nation? Est-ce qu'on vous écoute? Bon, il faut dire d'abord que ce n'est pas facile de dire qu'on m'écoute, mais quand même, j'ai fait passer les messages et ça prend du temps pour que les gens soient convaincus. Maintenant, ils commencent quand même à comprendre que Michiki a toujours raison la plupart des fois. Je ne suis pas prophète, mais l'expérience que j'ai dans ce pays, après 4 années et 4 décennies comme acteur politique de premier rang, je crois, pourrait aider l'Union sacrée. Comme je dis, mon parti à moi, c'est un parti qui est à droite. Nous sommes un parti conservateur. Nous croyons, par exemple, je peux vous dire ici, par exemple, pour moi, il faut abattre l'État commerçant. Si nous, l'INANA seul, est au pouvoir aujourd'hui, par exemple, je n'accepterai pas de voir des entreprises comme SNEL, Régie des eaux, tout ça, à 100% à capitaux de l'État. Puisque l'État est un mauvais commerçant. Il faut privilégier la privatisation des gestions. Là, ça c'est notre vision du Congo de demain. Puisqu'on a compris que les Congolais, avec la mentalité que nous avons, j'ai commencé par là d'ailleurs, en disant que nous avons un problème culturel, nous considérons les biens de l'État comme les biens sans maître. Comment expliquer que toutes ces entreprises publiques que nous avons aujourd'hui, qui ne représentent même pas, ne contribuent même pas à 10% au budget de l'État, alors qu'une entreprise seule ici au Congo, comme Kamoa, aura 15 milliards de dollars. Ici au Congo, d'un contrat d'amodiation avec la GECAMINE, nous avons 6 millions de dollars de capital, presque le budget de la RDC. Nous avons Anvil Mining 3 milliards et Tenke Fungurume 5 milliards. Ici au Congo, des entreprises privées qui ont des milliards et l'État n'en a pas. Donc il y a un problème. Or, on ne peut pas être plus riche que son État, puisque vous payez déjà presque 40% de vos impôts à l'État. Comment allez-vous devenir riche plus que l'État? Donc ça, c'est la conception de mon parti. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une coalition. La vision de mon parti ne peut pas être imposée, puisque nous sommes dans une coalition. Il faut faire des concessions. Et c'est comme ça que la plupart de nos activités aujourd'hui, nous les menons au sein de l'AFDF allié, sous la houlette et la conduite du professeur sénateur Bahati Modeste Lukwebo, notre autorité morale, que je salue en passant, et dont j'admire d'ailleurs la modestie, puisqu'il n'y a pas longtemps, lorsque le Sénat avait rejeté la demande d'élever des immunités de Matata Pogno pour Bukangalozo, hein, et on l'a accusé de tous les noms des oiseaux, et maintenant aujourd'hui c'est Matata qui se permet encore aujourd'hui d'accuser encore le président Bahati Modeste qui serait en connivence avec la justice pour le nuire. Bahati va nuire en quoi?
aujourd'hui, le regroupement qui a plus de 120 élus nationaux et provinciaux, c'est l'AFDC allié. C'est le tout premier. Au-delà même des PPRD et consorts. Avant même la coalition FCC-Cash. Bahati est un leader national. Même en termes de moyens financiers, Bahati est de loin riche plus que l'autre. Lui n'est qu'un leader provincial, seulement au Maniema. Quand vous quittez Maniema, où est-ce qu'on parle encore de mon frère? Alors, il va dire que Bahati va le nuire politiquement en quoi? Il va le concurrencer en quoi? Bahati n'est même pas candidat président de la République, puisque lui, il aurait ces ambitions-là. S'il disait que c'est président Tshisekedi, c'est Fayoulou, je comprendrais. Donc, notre ami, je voudrais dire, notre ami Matata Pogno doit être calme. Il doit se focaliser sur les dossiers. Et surtout, fais attention, mon frère. Tu es mon frère, fais attention aux avocats. Les avocats, parfois, peuvent vous faire échouer. Puisque votre affaire, c'est au niveau seulement de la procédure. Je vous ai donné un secret. Je ne demande pas de faire de consultation. Je suis juriste. Allez au greffe de la Cour constitutionnelle. Prenez la décision. Certifiez-la. Déposez-la auprès du procureur près la Cour constitutionnelle, M. Moukoko. Et lui va transmettre au Sénat. Et vous allez recouvrir plutôt vos immunités. Voilà, Prince William Mishiki-Bouhini, un professeur d'université, plusieurs fois ministre. Il a été élu, mais il n'a pas voulu siéger à l'Assemblée nationale parce qu'à l'époque, il était avec Fayoulou. Ils avaient décidé comme ça. Aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée pour la nation. Avec lui, le professeur William Mishiki, qui est également le président de l'Union nationale des nationalistes. C'est un grand parti politique qui est allié à AFDC. Nous avons parlé de la gestion républicaine. Je pense que ça a éclairé la lanterne de plusieurs. Peut-être il y aura des questions. Peut-être quelqu'un va demander un débat contradictoire avec William Mishiki. Il serait ouvert et nous allons organiser ça. Voilà, il a parlé en son nom, au nom de son parti, au nom de son regroupement, au nom de sa plateforme. Il a parlé comme citoyen congolais aussi. Merci, à la prochaine opportunité. Bonsoir.